Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette séance des mercredis de l'espoir, donc du 28 octobre. Aujourd'hui, le sujet, c'est le pont pour gagner. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont impatientes de voir cette vidéo. C'est vrai qu'elle est assez importante, elle est assez structurante. Je sais que celle de la semaine prochaine, nous verrons ça. Puisque, effectivement, elle déploie en fait toute la stratégie d'une perspective, la 6e République. Donc, voyons voir ce que va être dit dans cette séance d'aujourd'hui. Structurante. Alors, voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, introduction. Donc, le pont pour gagner. Comment gagner? Voilà, c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, la réponse, c'est de mettre en place un pont entre la rive gauche politique et la rive droite politique. Et ce pont, évidemment, on voit que c'est un pesticère. C'est sa vocation, c'est ce pourquoi cette initiative a été créée. Mais pour répondre à cette question, comment gagner, et qu'est-ce que ça veut dire que ce pont, et qu'est-ce que c'est que tout ça, que cette métaphore, donc pourquoi faut-il faire un pont? Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens d'un point de vue historique? En d'autres termes, est-ce que ça va dans le sens de l'histoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui serait réactionnaire, ou au contraire extrêmement progressiste, avec toutes les conséquences que l'on voit aussi aujourd'hui du progressisme, avec tous les impacts, tant ce que j'appelle la barbarie, pour résumer, mais qui résume en définitive tous les effets délétères de la société néolibérale dans quasiment tous les domaines, on peut dire. Donc, est-ce que cette réponse va dans le sens de l'histoire? Parce que si elle ne va pas dans le sens de l'histoire, on comprend bien que sa pertinence n'est peut-être pas très, très grande. Et finalement, est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé? Est-ce que c'est quelque chose dont on a des exemples desquels on puisse s'inspirer? Et donc, qui dirait, cette approche, elle peut vraiment être mise en œuvre. Voilà. Mais avant cette introduction, je voudrais faire un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, et notamment rappeler, si les gens étaient tentés par cette approche, que la mise en place d'un tyran
n'est pas la solution. Voilà, le tyran, donc j'en ai parlé dans l'émission de la semaine dernière, espoir ou barbarie. Ce soir, on va tracer vraiment un espoir. Mais un tyran, bon, par exemple, j'avais pris l'exemple la semaine dernière de Rémi Daillé-Widmann, dont je ne me rappelais plus le nom. Je l'ai pas retrouvé la semaine dernière, mais j'ai eu le temps de faire des recherches et de retrouver son nom. Effectivement, bon, c'est un des exemples, hein. Il y a d'autres, il y a des généraux, etc. Il y a plein de gens qui sont dans cette optique-là. Un tyran n'est pas la solution. Parce qu'en définitive, un tyran, je le rappelle, c'est le meilleur moyen pour nous précipiter, plus vite encore, et plus profondément dans la barbarie. Donc, vraiment, c'est vraiment pas la solution. C'est juste un accélérateur de la barbarie, de mettre en place un tyran. Pire, non, c'est pas pire, mais c'est une autre conséquence, c'est que ça peut aussi, ces gens qui mettent le coup d'État en avant, c'est aussi des prétextes que l'on peut fournir pour la réprimer d'autres initiatives politiques qui ne sont pas de la même veine. Parce qu'évidemment, on échange, bon, je ne vais pas échanger avec Rémi Daillé-Widmann, évidemment, enfin évidemment, ce serait plus en définitive. J'échange avec plein de gens, évidemment, et un PCC, on échange avec plein de gens. Et évidemment, on pourrait être mis dans le même sac et être réprimé, interdit ou ce genre de choses en disant « Ah, vous faites partie de la nébuleuse », enfin, c'est tout à fait dans leur état d'esprit, et de supprimer les sites internet, etc., etc. Donc, attention à ça, on pourrait être une victime collatérale des élucubrations de ces gens-là. Donc ça serait quand même assez dommageable. C'est aussi pour ça que je rappelle qu'il est important que les gens s'inscrivent sur le site internet, un P6R, et pas seulement sur le groupe ou s'abonnent simplement à la page. Inscrivez-vous sur le site. Le site est sécurisé, on ne pourra pas nous le couper facilement. Croyez-moi, on a un certain nombre de mécanismes de sécurité, or que sur Facebook, sur YouTube, n'importe quoi, du jour au lendemain, ils peuvent vous couper. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième conséquence qui peut être néfaste. On l'a vu, hein, ils sont prêts à faire beaucoup de répression si nécessaire. Et vraiment, j'en appelle aux vrais patriotes français. Il y a mieux à faire, à ce stade, il y a vraiment mieux à faire que ça. Mais je vais y revenir, je vais développer cette partie. Si vous voulez aller plus loin pour vraiment un développement complet sur le sujet, je vous invite à regarder l'émission de la semaine dernière qui traite précisément de ce sujet et qui a tendance un petit peu à s'accélérer ces dernières heures, je dirais. Alors, le pont pour gagner. Nous sommes dans une situation de blocage politique. Donc, une des approches, et donc ça fait transition avec ce que je disais précédemment, il y a les apprentis dictateurs. Est-ce que ça pourrait être une solution ? Bien, moi, je ne crois pas, je l'ai déjà dit, mais il faut aussi apprendre des leçons du passé. Parce que c'est important. Le passé, c'est ce qui va nous permettre aussi de comprendre et d'analyser, de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, justement. Prenons par exemple la guerre d'Algérie. Où est-ce il y a eu l'OAS, etc., Massu qui a fait un coup d'État, il y a eu énormément de choses au moment de la guerre d'Algérie. Hein. C'était dans cette optique-là, hein, de faire un coup d'État. C'est d'ailleurs, au final, ce qui a permis à De Gaulle d'arriver au pouvoir en 1958 et d'instaurer la Ve République. Mais au final, quel a été le résultat de la guerre d'Algérie et de toute cette politique ? Au final, les colons sont partis. Il y a eu un exode, je crois que c'est 1,5 million de personnes. C'est quand même beaucoup de gens. Hein. C'est quand même des drames importants, et des drames humains et des drames des gens qui sont morts. Hein. Et au final, ils ont perdu, puisque, ceux qui je pense que c'est un peu la même famille politique. Hein, c'est pour ça que je les regroupe. Cette approche par tyran, au fond, ça a mené, enfin en tout cas, ça peut mener à la défaite. Donc, je ne suis pas sûr à la défaite du camp dont il parle. Hein. Je ne m'inscris pas dans ce camp. Mais voilà, le résultat, c'est ça en tout cas.
peut prendre d'autres exemples de coups de force. On parle de Franco, par exemple. Mais Franco, ça a été la guerre d'Espagne. Bon, là, on voit le tableau de Picasso, Guernica, évidemment. C'est des morts. Ça a été une dictature pendant des dizaines d'années. Un pays qui est resté à la remorque de tous les autres pays pendant des décennies. Voilà ce que c'est que ces approches avec des hommes forts. Voilà ce que ça donne. Les républicains qui ont été torturés, assassinés, massacrés, et beaucoup de réfugiés qui ont été obligés de revenir se réfugier en France. C'est ça les hommes forts, c'est ça que ça veut dire. Donc avant d'aller vers ce genre de solution, peut-être un petit peu, se calmer un peu, on n'en est pas là. Je crains, on peut en arriver là. Et à ce moment-là, il faudra prendre ses responsabilités. Et je les prendrai, vous inquiétez pas. C'est pas du tout, j'ai pas de problème avec ça. Mais tant qu'on peut éviter ce genre de choses, il faut les éviter, croyez-moi. Et à ce stade, on peut encore les éviter. C'est bien pour ça qu'il y a cette initiative, une perspective de la 6ème République, c'est parce que c'est pour l'éviter, très précisément. Et prendre la bonne trajectoire avant qu'il ne soit trop tard et qu'on aille vers ce genre de situation. Situation de barbarie, eh bien, l'exemple de la barbarie, on me dit, on est déjà en barbarie depuis des années. Demandez aux Syriens, allez voir en Syrie, qui est un pays ravagé, détruit, avec tous ces islamistes soutenus en grande partie par la Turquie, mais aussi par la France et les pays, l'Angleterre et les États-Unis aussi. Il faut quand même le savoir. Et donc, vous voyez, le pays est ravagé. Et on dit on est en barbarie en France. Oui, la barbarie a commencé, j'en ai déjà parlé. Mais au début, elle bourgeonne, je dirais. Elle bourgeonne vraiment. Là, on va encore ce soir, on va encore nous décréter un confinement, c'est-à-dire une restriction drastique des libertés pour des causes sanitaires. Mais on peut aller plus loin dans la barbarie. La barbarie, c'est comme la connerie, si vous voulez. Ça n'a pas de limite. Donc, arrêtez les conneries. Soyons sérieux. Essayons de rebondir. Parce qu'on peut le faire. Et c'est ce qu'on allons voir justement ce soir. L'exemple syrien, allez voir ce qui s'est passé en Syrie, l'exode, etc. etc. Enfin, c'est la guerre d'Espagne, mais c'est plus près de nous et les armes sont tellement terribles aujourd'hui. Elles étaient déjà terribles à l'époque, mais maintenant on a les drones, on a tout un tas de trucs comme ça qu'il n'y avait pas à l'époque. Et puis il ne faut pas oublier un autre truc, c'est ce qui fait écho un peu à ce que je parlais, c'est que déclencher comme ça des hostilités, des mesures très, très fortes, très restrictives, etc. N'oubliez pas une chose, des puissances occidentales, France en tête, Fabius et compagnie, Kouchner, BHL et compagnie, ont soutenu aussi le développement des islamistes en Europe. Croyez-moi qu'en Bosnie et Herzégovine, il y en a un paquet. Vous croyez que s'il y avait des trucs qui se passaient en France, ça resterait comme ça ? Et qu'il n'y aurait pas plein de contingents de gens de Bosnie et Herzégovine, des gens des Tchétchènes, etc., qui viendraient, et des Turcs. On voit les propos d'Erdogan et compagnie, qui viendraient prêter main forte à leurs petits copains islamistes. Êtes-vous sûr que le peuple français est prêt à se battre et dans une disposition d'esprit apte à résister à un tel choc? Moi, j'en suis pas si sûr. Donc avant de faire les pompiers incendiaires, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et aux conséquences de ce qu'on veut faire. Faites une partie d'échecs et réfléchissez quelques coups à l'avance. Et en plus, ils ont de nombreux alliés. Très nombreux. Ils s'en trouveraient de circonstances. Bon, on parle d'Erdogan, mais il y a aussi tout le courant islamo-gauchiste qui est loin d'être négligeable. Ce sont vraiment les idiots utiles, parce que si ces gens-là arrivaient au pouvoir, ce seraient les premiers qui seraient zigouillés. C'est ce qui s'est passé en Iran. Quand les intégristes sont arrivés au pouvoir, les premiers qu'ils ont zigouillés, c'est tous les gens des partis communistes et compagnie. Mais bon, on continue dans cette ligne-là. J'en parlerai dans la chronique des barbaries vendredi prochain.
il n'y a pas que ces gens-là. Bah, il y a évidemment les grandes puissances et les monarchies extrêmement riches, mais il trouverait aussi d'autres alliés de circonstance. On voit bien, en Syrie, nous avons soutenu les islamistes. Qu'est-ce qui dit l'Angleterre, la France et les États-Unis qu'est-ce qui dit que ça ne se passerait pas encore s'il y avait une situation de guerre civile en France? Puisque ça serait l'oligarchie. Donc, les apprentis dictateurs, les apprentis tyrans, faites fonctionner un peu ce que vous avez entre les oreilles avant de nous précipiter dans une barbarie qui, j'espère, on pourra éviter. En tout cas, on a le temps d'y arriver à ça. Et espérons justement, travaillons. Les vrais patriotes, quand je dis les vrais patriotes français, avec tout ce que ça veut dire comme histoire de la France, la France c'est le pays des Lumières, eh bien, de nous précipiter vers ça, c'est peut-être pas la bonne optique. Donc voilà, ça c'est encore une chose de dite, c'est important de le préciser, parce que ça participe de la situation de blocage, et c'est pas de cette façon-là qu'on arrivera à débloquer. Positivement. Alors, je vais dresser un état des lieux un petit peu de la France qui est abîmée en définitive, et j'ai déjà tracé un état des lieux de la France abîmée, c'était dans l'émission du 18 mars, donc vous avez ici l'adresse internet, je peux vous montrer peut-être sur le site où ça se trouve. Donc quand vous arrivez sur le site, vous descendez ici au mercredi de l'espoir, et si vous cliquez sur les mercredis de l'espoir, vous allez arriver donc sur toute la liste en définitive de toutes les émissions qui ont eu lieu. Bah là, ça fait partie des premières, donc elle est tout au début. Mais c'est aussi un moyen, si vous voulez regarder d'autres émissions. Je vous invite à aller à cet endroit-là. Voilà. Donc, une France abîmée. Ça, c'est la situation actuelle qui participe du déblocage. Et comme je l'ai dit, je vous invite à aller voir le détail sur cette émission. Une démocratie malade également, puisque des alternances qui n'en sont pas, puisque on met Macron, on met Sarkozy, on met Chirac, on met Hollande, le fond de la politique est toujours la même. Toujours la même politique. Donc en fait, on change de régime, c'est d'ailleurs pour ça qu'on change sans cesse, on va à gauche, à droite, mais la politique, elle ne change pas. C'est toujours la politique néolibérale, européiste, etc. Donc c'est vraiment une situation de blocage de base. Mais autre situation de blocage qui montre que la démocratie est malade, c'est notamment la trahison du référendum de 2005, où la voix du peuple français a été bafouée par Nicolas Sarkozy au traité de Lisbonne, puisqu'il a signé le traité de Lisbonne, qui est une transposition, je dirais, de ce qu'ils appelaient la Constitution européenne dans un traité international. La seule chose qu'on a gagnée, et ce n'est pas négligeable, c'est le fait que la Constitution européenne, comme elle n'a pas été adoptée, ce qu'on a gagné, c'est que ça n'a pas valeur constitutionnelle. Et ça, c'est très important. C'est la seule chose qu'on ait gagnée. Mais c'est très important malgré tout. Mais ça, c'est à leur corps défendant, je dirais. Et puis, ils pouvaient pas faire, là, pour le coup, ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque la Constitution, c'est ce qu'il y a tout en haut de la hiérarchie du droit. Et donc, ce tout en haut de la hiérarchie du droit, eh bien, ils n'ont pas pu le bafouer. C'est la seule chose, je dirais, que l'on a gagné, c'est que ce traité de Lisbonne n'a pas valeur constitutionnelle. Et ça, c'est un levier important dont nous allons pouvoir nous servir. Et puis, dans la démocratie malade, on voit bien qu'il y a une diminution des libertés, et le prétexte du Covid en est une illustration flagrante. Mais il y a aussi la répression féroce, avec toutes ces répressions qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore 10 ou 15, 20 ans, en France.
des Français qui éborgnent d'autres Français. Hein. On a lâché les chiens de garde, et pas que médiatiques. Autre situation qui fait qu'on a un blocage, c'est que le système en place est très puissant. C'est-à-dire que avant, dans les nations, on avait un système qui était franco-français, ou germano-allemand, ou anglo-anglais, je dirais. Hein. Là, l'oligarchie, elle est mondiale. L'Europe, elle est libérale. C'est-à-dire que même si on voulait changer quelque chose dans un pays européen aujourd'hui, ça serait très difficile parce que le système oligarchique est interpénétré au niveau européen, mais également au niveau mondial. Donc ils sont très connectés et ils sont très solidaires entre eux. Hein. Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Et ça, c'est une difficulté très importante et qui renforce le blocage et la difficulté pour sortir de la situation politique. Bon, après, il y a je dirais, tout ce qui est médias, justice et tous les autres relais comme l'écologie de pacotille et ce genre de choses qui, au fond, alimentent et sont des périphériques, en définitive, de ce pouvoir. Mais également, et ça c'est très important également, il est dans une impasse totale, ce régime politique. C'est-à-dire qu'il est acculé. Hein. Je l'ai montré dans les chroniques des barbaries, justement quand je disais ce qui va se passer dans le quatrième, ce que j'appelais le quatrième et le cinquième choc. Donc le quatrième choc, on est dedans là, hein. On est dans le quatrième choc et on va arriver dans le cinquième à partir de l'année prochaine. Dans lequel je décrivais qu'il se trouve, le système néolibéral se trouve dans une impasse politique, économique et sociale. Ils sont dans une situation de blocage complet. C'est-à-dire que eux, typiquement, quand ils sont dans ce genre de situation, ils font appel au fascisme, au néofascisme, hein, alors, aux guerres, enfin à ce genre de réponse pour pouvoir sortir de la situation. Donc nous en rentrons dans une période quand même très dangereuse. Hein. Et voilà. Et eux, ils sont bloqués, ils sont dans une impasse, on voit bien, ils ne sont plus en mesure de gérer. Ils sont incapables de gérer leur propre système. Mais la situation de blocage politique, elle est également, je dirais, dans l'opposition. Il n'y a pas que le pouvoir. On voit bien que Le Pen, eh bien, c'est quasiment impossible qu'elle soit élue. Hein, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, hein, qu'elle ne peut pas passer. Comme je dis, si elle passait, si elle arrivait à 44%, ce qui serait déjà une progression de 10%, ou 45%, elle ne serait toujours pas élue. Donc la marche est trop haute et le système est très bien en place, très bien rodé. Donc, pire, si elle était élue, même si elle était élue, elle ne pourrait pas mettre en place. Parce qu'à cause de la puissance de ce système, elle n'arriverait pas à déployer ce qu'elle veut faire, elle aurait plein de bâtons dans les roues, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle prévoit, ou ce qu'elle dit qu'elle ferait. Donc elle serait dans une situation de blocage. Et il faut donc quelque chose, une force très importante pour pouvoir contrecarrer ça. Hein, et ça, c'est justement aussi une des dimensions que prend une perspective la 6ème République, de ne pas simplement faire une réponse politique, mais faire une réponse de suffisamment haut niveau pour que ça résonne, pour que ça déflagre au niveau international, européen et international, pour que la France rayonne, en d'autres termes, comme elle a su le faire plusieurs fois dans le passé, pour justement faire sauter ces barrières, faire sauter ces verrous, en ayant une solidarité, une popularité dans les opinions publiques des autres pays qui fassent qu'ils ne puissent pas nous mettre des bâtons dans les roues, ou pas trop de bâtons dans les roues, suffisamment pour qu'on ait le temps de mettre en place justement cette 6ème République. Bon. Après, il y a plein d'autres réponses. J'ai parlé d'Asselineau, là je mets Asselineau, mais c'est juste un exemple qui offre une réponse limitée, c'est souvent l'exemple que je prends, mais le Frexit, par rapport à tous les problèmes que l'on a de barbarie, ça ne résoudrait qu'une série de problèmes. Mais ça serait loin de résoudre tous les problèmes. Bon, EELV, là j'en parle parce qu'ils ont fait un gros score aux européennes, mais bon, ils font partie intégrante du système libéral-libertaire. Bon, j'en parle pas plus longtemps.
Mais attention que ça peut être un contre-feu, et c'est un contre-feu, justement, ils s'en servent comme d'un contre-feu pour justement empêcher qu'une opposition se mette en place et se cristallise et se réunisse. Et au final, au dernier moment, ils appelleront de toute façon à voter pour Macron. Que ça soit Marine Le Pen ou Mélenchon, comme on le voit là, qui seront en place. C'est-à-dire que ils choisiront leur camp, vous inquiétez pas. Et à partir de là, même si c'était Mélenchon, bon, déjà sa 6ème République qu'il propose, elle était celle qu'elle a été proposée jusqu'ici en tout cas, elle a toujours été très partisane, et c'est un mélange des genres en plus, c'est-à-dire que le problème c'est qu'on mélange la Constitution, c'est les règles du jeu que se donne un peuple pour travailler pour sa vie politique, ensemble, et là il mélangeait avec des choses qui n'ont rien à faire dans une Constitution. Bon, bah, je cite l'exemple de l'avortement parce qu'il est évident, quoi. Quoi qu'on pense de l'avortement, c'est pas la question. C'est pas dans la Constitution, c'est pas quelque chose qui relève du droit constitutionnel. Et puis, de la même façon, il est impossible que Mélenchon et la France Insoumise rassemblent suffisamment les Français largement les Français à lui seul pour renverser la vapeur. Les Gilets jaunes, bon bah voilà, c'est un mouvement déjà bon qui est quand même un petit peu en queue de comète, je dirais assez largement, mais qui est essentiellement protestataire et qui n'offre pas de solution, bon, à l'exception notable du RIC, mais voilà quoi. Et puis surtout, il n'y a pas de tête pour tracer une voie. Donc voilà, qu'on regarde du côté du pouvoir et de sa situation propre du pouvoir, au niveau global, ou au niveau de l'opposition, la situation est totalement bloquée, on vit cette situation bloquée depuis déjà plusieurs années, et on n'en sort pas. Donc, comment on peut en sortir, justement? Eh bien, je vous proposais de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Regardons un peu ce qu'on appelle la rive gauche, et ce que j'appellerais la rive gauche. Sur la rive gauche, qu'est-ce qu'on a comme situation ? Si on prend un peu de recul, eh bien on a un effondrement du socialisme et du communisme. C'est-à-dire que, commençons par le socialisme, c'est quoi le socialisme aujourd'hui? C'est François Hollande et compagnie? Vous croyez que c'est ça le socialisme, quand on se fait l'idée de ce que ça peut être que le socialisme? C'est-à-dire, le socialisme, celui de Jaurès, mais il est mort. Mais il est mort depuis longtemps. Les socialistes, c'est plus que de la collaboration, des accommodements et compagnie. On n'est plus du tout dans du socialisme. Alors pour ça qu'ils font tout un tas de trucs qu'ils appellent sociétaux, etc. Mais on n'est pas dans le socialisme. Le socialisme, c'est pas ça. Et ça, c'est vrai en France. Mais la France n'est un des pays où c'est vrai. C'est vrai partout dans le monde. Hein. Donc, le socialisme, moi je dirais très clairement, c'est mort, c'est pas une voie d'avenir, très clairement, quoi. Bon, on voit son effondrement, c'est juste, je dirais, le Parti démocrate, comme le Parti démocrate aux États-Unis, si vous voulez, et le Parti républicain, qui sont deux branches de la rive, deux branches de la rive droite, en définitive. Alors, il y a aussi le cas du communisme, qui a été quand même, tout au long du XXe siècle, l'opposant, moi je dirais, principal au système en place, bon, qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, mais le communisme il est en ruine, hein, d'accord. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui sont complètement déboussolés dans le mouvement de gauche, hein, parce qu'ils ne savent plus où ils habitent, en définitive. C'est une des origines de l'islamo-gauchisme, d'ailleurs. Hein. Ils essayent de reporter la situation, leur engagement politique sur quelque chose qui bouge et qui a une certaine volonté politique, mais sinon ils sont perdus. Et au fond, l'espoir, le souffle que la révolution russe et l'URSS avaient insufflé, hein, au début du XXe siècle, et pendant quasiment tout le XXe siècle, ça a été vrai, ça a été quand même un souffle très important, avec une expansion du communisme dans plein d'endroits dans la planète. Ce souffle-là, il est épuisé. Et il a été écrasé lors de la chute du mur de Berlin. Ça a été déjà, le mur en lui-même, c'était déjà un genre de barbarie, et la chute du mur, ça a fini d'achever l'URSS.
et ce souffle que pouvait représenter, cette perspective que pouvait représenter le communisme. Alors, certes, il reste un certain nombre de vestiges non négligeables. Bon, la Chine est une Chine est communiste, enfin facialement en tout cas. Bon, après, c'est un peu un mélange, la Chine, on va dire. Hein. Et puis, l'autre branche du communisme qui aurait pu peut-être en faire perdurer l'histoire, bah, le trotskisme, il a échoué, hein, puisque sa mission historique, qui était d'instaurer, de renverser le stalinisme, bah, ils ont échoué, ils n'ont pas fait. Donc le trotskisme, bah, quelque part, ça n'existe plus, quoi, hein, puisque c'était justement dans les pays socialistes, et en premier lieu dans l'Union soviétique, de renverser le stalinisme pour mettre en place un vrai communisme qui serait fidèle à ce qu'il devrait être, etc., etc. Ça n'a pas eu lieu. Donc le trotskisme, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui étaient dans ces courants-là sont perdus et cherchent désespérément des bouées de sauvetage. Et ils croient le trouver dans l'islamo-gauchisme, mais c'est n'importe quoi. Par rapport à l'idéologie de base, c'est complètement contradictoire. Donc, s'il faut bien se rendre compte, le vent de la révolution communiste a bel et bien fini de souffler. Il faut en prendre acte. Et l'histoire ne repasse pas les plats. Donc c'est fini. Ça ne reviendra plus. Les gens qui croient que oui, ça va se passer sur du longtemps. Les conditions, elles sont mûres ou elles ne sont pas mûres. C'est tout. Et Marx avait dit qu'elles étaient mûres. Et puis, effectivement, puisqu'il y a eu des révolutions qui ont eu lieu, c'est que les conditions étaient suffisamment mûres, quand même. Bon, l'histoire ne repasse pas les plats. Alors, regardons de l'autre côté. Le néolibéralisme, la rive droite. Bon, le néolibéralisme, c'est déjà dans quelle situation ils sont. Bon, on voit qu'ils sont au pouvoir, mais c'est ceux qui nous mènent justement à la barbarie actuelle. Donc il n'y a aucun espoir à en attendre. Ils sont, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans une situation d'impasse totale. Ils vont arriver dans une situation d'impasse totale dans tous les domaines. Et là, ils vont devenir extrêmement dangereux. Donc mais c'est pas de là qu'on peut attendre le moindre espoir et la moindre perspective d'avenir. Le fascisme, eh bien, le fascisme aujourd'hui, je parle le fascisme traditionnel d'extrême droite, hein, il est vidé de sens. Il n'a plus d'idéologie d'avenir. Et on peut dire ce qu'on veut des gens comme Mussolini ou Hitler, même. C'est des gens qui avaient une idéologie. C'est des gens qui avaient fait de la théorie, Hitler avait fait Mein Kampf, etc. C'est des gens qui avaient une idéologie détestable, mais qui avaient une certaine idéologie, si vous voulez. Le fascisme aujourd'hui n'a aucune idéologie, ils sont complètement vidés de sens. À part faire un grand retour en arrière, ils se projettent absolument pas dans l'avenir. Ils n'ont plus d'idéologie, d'avenir. Alors, il y a une autre variante du fascisme, hein, qui est la variante islamiste. Alors, eux, ils ont une idéologie, hein, mais c'est le retour au Moyen-Âge. Hein, donc, bon, je ne suis pas certain que ça soit... mais pour le coup, eux, ils ont une idéologie, ce qui fait quand même une différence sensible. Mais je ne suis pas certain que ça soit vraiment enviable d'aller dans cette direction-là. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, il y a les courants que j'appelle moi néofascistes, c'est-à-dire ceux d'extrême centre et d'extrême gauche. Hein, bon, je parlais des islamo-gauchistes notamment, mais c'est les alliés de fait du système en place, puisque ce sont eux qui ont permis notamment la décrédibilisation des gilets jaunes. Bon, et puis il y a les islamo-gauchistes où ils sont, comme je dis, complètement perdus, et c'est pas de eux que viendra une perspective d'avenir prévisible. C'est assez évident. Continuons sur la rive droite. Un champ de ruines, là, quand même. Hein. On est dans un champ de ruines. Alors, là, on va peut-être avoir un petit peu plus d'espoir. Et les souverainistes. Et le courant souverainiste. Déjà, ils alertent depuis longtemps sur les effets délétères de la trajectoire néolibérale. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, que ce soit Seguin, Chevènement ou Dupont-Aignan.
ce sont des gens qui se sont positionnés, tout en étant à droite, se sont positionnés en opposition par rapport à cette trajectoire néolibérale. Donc ça, c'est déjà intéressant. Hein. Séguin, il était contre le traité de Maastricht, par exemple. Hein. C'est quand même très fondateur et très important. Donc c'est des gens qui ont une conscience quand même déjà que la trajectoire, depuis longtemps, que la trajectoire actuelle n'est pas bonne. Hein. Ils tirent les leçons de la situation actuelle. Bon, on peut regarder ce que dit, prenons Front Populaire, qui est la revue de Michel Onfray, et avec tous les gens qui interviennent à l'intérieur. Voilà, il crée une revue avec quand même de l'argumentation, du fond théorique, du fond idéologique, et on tire les vraies leçons, les leçons réelles de la situation actuelle. Donc ça, c'est quand même intéressant également. Donc là, on a quand même déjà quelques éléments quand même, pas dire d'espoir, mais au moins, on a un terreau, quelque part, un courant un peu de pensée, au moins, qui tient un peu la route et qui n'est pas disqualifié, puisqu'il a prévu un peu tous les problèmes qui se passent aujourd'hui. Hein. Il faut relire justement les textes de Séguin de l'époque, hein, des années 80 et 90, pour voir qu'en fait, on arrive dans les situations qu'il avait prédites. Et puis, un autre élément important, c'est que le mouvement souverainiste, il n'est pas limité à la droite. Là, j'ai mis rive droite, mais on voit bien que Chevènement, c'est pas quelqu'un qui se positionne à droite, c'est quelqu'un qui est plutôt à gauche, enfin, qui est même clairement à gauche. Donc, on a déjà un positionnement qui n'est pas tout à fait le même. Hein. Je l'ai positionné majoritairement sur la rive droite, mais c'est pas si simple que ça, je dirais, quoi. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, c'est sans doute ce qui ça pêche beaucoup, c'est-à-dire on est beaucoup dans le constat, etc. Mais ce courant peine à définir un projet d'avenir. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a plutôt une tendance au passisme, au retour en arrière, et on a du mal à définir une trajectoire, une perspective, quelque chose qui donne un espoir, qui permette de sortir de cette trajectoire qui nous mène vers la barbarie. Donc ça, c'est un peu les limites, je dirais, du souverainisme, du courant souverainiste aujourd'hui, mais c'est quand même le courant, je dirais, qui est le plus, enfin, qui me semble le plus intéressant, enfin, un des plus intéressants, en tout cas, hein, c'est pas le seul, mais c'est quand même, dans les grands courants, je parle, hein, qui est le plus intéressant, à mon sens. Alors, on a pris un peu de recul, je vais vous demander encore un petit effort, on va s'élever encore un tout petit peu plus, s'il vous plaît, si vous voulez bien. La société sans classe. On va essayer justement de tracer un espoir et de voir dans quelle direction il faudrait aller. Qu'est-ce que c'était le marxisme? Qu'est-ce que c'est le communisme? Le but, c'est la société sans classe. C'est ce qui est visé par le marxisme. C'est-à-dire, à terme, la mise en place du communisme, c'est il n'y a plus de classe sociale, et il n'y a plus que des citoyens, des prolétaires, enfin je ne sais pas comment on peut dire, mais il n'y a plus de classe, quoi. Une société sans classe est illusoire. C'est un but qui est illusoire, et en pratique, et l'histoire l'a montré, c'est dangereux, puisque viser un objectif illusoire, forcément ça peut donner que de mauvais résultats. Parce que et il y a une raison à ça qui est simple, c'est qu'en fait, dans une société, il y a toujours une frange de la société qui veut le pouvoir, parce que ce sont des gens qui sont remplis d'ambition, des gens qui ont plein de jus, je dirais, hein, qui sont motivés, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qui ont envie de faire voilà. Donc, cette frange de société, elle existe, elle existera toujours. Donc, croire qu'il n'y aura pas de gens ambitieux qui ont envie de faire des choses, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas avoir que des gens qui restent tranquilles, qui font leur petit train-train peinard, quoi. Non, ça n'existe pas. Les faits sont comme ça. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste les sociétés humaines, au moins depuis le néolithique, et je pense qu'avant le néolithique c'était déjà le cas, puisqu'il devait y avoir des chefs de tribus et compagnie, il y a toujours des gens qui se mettent plus en avant que d'autres, et qui sont plus ambitieux, plus entreprenants que d'autres. Et ces gens-là veulent exercer le pouvoir, c'est évident. D'ailleurs,
la CIA, par exemple, pour donner un exemple concret d'aujourd'hui, la CIA s'appuie sur ces gens-là pour ces révolutions de couleur, que ce soit en Ukraine, en Syrie, en Biélorussie en ce moment ou au Venezuela. C'est cette frange de la société, qui n'est pas majoritaire, mais qui représente une 15-20% de la population, généralement à peu près, hein, c'est cette frange de la population sur laquelle, qui fait des manifestations, etc. Donc ces gens existent. Hein. Il faut en prendre acte, et c'est tout. Donc la société sans classe, c'est bien gentil, mais ça n'arrivera jamais. Ça ne peut pas arriver. Parce que des gens ambitieux, arrivistes, hein, ça peut aller jusqu'à l'arrivisme, c'est inévitable, ça arrivera toujours. Et d'ailleurs, vous savez, Pol Pot qui a fait en Indochine, qui avait fait ces massacres, et je crois que on parle d'1 million de morts, hein, c'est quand même énorme. Ils avaient identifié ce problème, et eux, ils avaient pensé le résoudre en éliminant, en tuant les gens qui étaient comme ça, qui essayaient de faire des choses, etc. Mais c'est à la fois terrible de barbarie, puisqu'on extermine des gens, et de naïveté. Parce que, évidemment que ça ne marche pas. Puisque vous tuez quelqu'un qui est un ambitieux, mais il y a un autre ambitieux qui va se dire « Ah, mais j'ai une opportunité, celui qui occupait cette place-là, ben moi je peux peut-être l'occuper. » Vous voyez ? C'est comme de se débarrasser d'un bouc émissaire dans un groupe, il va y avoir un nouveau bouc émissaire qui va arriver. Vous vous débarrassez d'un ambitieux, il y a un autre ambitieux qui va arriver. Donc, c'est à la fois terrible et idiot. Et puis, ces gens-là, ça fait partie des forces productives, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui veulent faire des choses, ça fait partie des forces productives, puis se priver de ces gens-là dans la vie d'une société, ça serait un peu dommage quand même, non ? Donc le marxisme, en ça, je dirais, est un peu une illusion, hein, pour pas dire plus, quoi. Mais voilà, c'est au moins une illusion. Au niveau philosophique, c'est une illusion, et une illusion en pratique dangereuse. Par définition, les illusions sont dangereuses. Continuons, si vous voulez bien. Du coup, dans quelle situation nous retrouvons-nous ? Parce qu'il y a l'alternative socialisme ou barbarie, qui était l'alternative posée justement par les marxistes, disant soit on ira vers le socialisme, soit on ira vers la barbarie. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que le premier terme de cette équation est historiquement disqualifié, c'est-à-dire que le socialisme, on n'ira pas vers le socialisme. C'est mort. Le socialisme, il est dévoyé, et le communisme, qui est une évolution du socialisme, est mort aussi. Donc ça n'arrivera pas, c'est disqualifié. Si vous n'engagerez personne derrière cette perspective-là. Il ne reste que le second, et c'est celui qu'on constate aujourd'hui, c'est d'aller vers la barbarie, justement. Et c'est ce vers quoi on va. Donc à partir de là, c'est pas très optimiste. Du coup, est-ce qu'il faut se résigner ? Est-ce que rien n'est possible ? C'est une vraie question. Une vraie question. Parce que on constate ça. Hein. C'est juste la société que l'on constate dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui, dans la trajectoire actuelle, va vers ça. À partir de là, est-ce qu'il faut se résigner ? Est-ce que rien n'est possible ? Je le dis très clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je dis une autre chose. Parce que, en fait, les civilisations, les espèces, ils ont un début, une apogée, et finalement, ils finissent par disparaître. Et il n'est pas du tout impossible que nous en soyons là. C'est vrai pour les civilisations, mais c'est vrai pour les espèces. Hein. Sur le temps long, c'est ce qui se passe. C'est incontestable. Pour toutes les civilisations et pour toutes les espèces. Peut-être que nous en sommes là. Du coup, derrière ça, quand on a fait tous ces constats, quelle est la démarche ? Quelle démarche on peut avoir ? Quelle est ma démarche ? Donc là, ma démarche, c'est que, même s'il y a un espoir, fût-il faible, qu'on puisse échapper à ça, eh bien, il faut tenter cette chance. Il faut la tenter à fond. Parce que, sinon, c'est la barbarie, c'est la fin des haricots, quoi. Donc, moi, j'ai pas envie de ça, ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour les générations futures. J'ai envie
que l'avenir, qu'un avenir qui soit possible. Voilà la démarche de Luc Laforêt, votre serviteur, et d'une perspective de la 6ème République. Parce que voilà la situation. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Comme les chrétiens, la bonne nouvelle, j'en ai une pour vous ce soir. Oui, un espoir est possible. Et ça, c'est très important. Parce que il se pourrait qu'il n'y ait pas d'espoir possible du tout. Et que, à ce moment-là, il faut suivre monsieur Rémi, j'ai encore oublié son nom, excusez-moi, Rémi Widman, je ne sais plus comment. Et puis voilà, on va vers la barbarie, et puis chacun pour soi, et puis voilà, quoi. Bien non. Un espoir est possible, et on va essayer de le décrire, d'en donner déjà une perspective, une idée ce soir. L'idée, c'est d'essayer de tracer une nouvelle civilisation, parce qu'on est sur une crise de ce niveau, qu'a décrit Michel Onfray, que plein d'auteurs ont décrit. Donc on est réellement dans un tournant historique de ce point de vue-là, et une réponse de niveau inférieur n'est pas à la hauteur, ne peut pas marcher, ça c'est certain. On peut dire que la perspective, ce que propose un PCCR, c'est très ambitieux, c'est très peut-être surdimensionné. Non, ce n'est pas surdimensionné. C'est à la dimension de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je vous renvoie aux émissions, notamment consacrées à Marc Alévi. Donc il faut tracer cette voie-là, mais sur des bases réalistes. Et si on pense, comme beaucoup de gens, de l'extrême gauche à l'extrême droite, que le marxisme a quand même un fond de réalité important, au moins dans la description de la société, qu'est-ce qu'il dit le marxisme? Il dit que c'est le matérialisme historique qui gouverne la société. Et dans le matérialisme historique, eh bien, l'idée que je propose, que je soumets ici, c'est de dire que comme espoir, c'est de faire un projet de société qui va reposer non pas sur plus qu'une seule classe et qu'il n'y ait plus de classe, mais sur deux classes. Principalement, deux classes sociales. La classe du salariat, qui est une classe très importante et qui n'a cessé de se développer depuis des années et des années, et la classe de la petite bourgeoisie, qui est malmenée, mais qui est aussi se développe tant dans l'artisanat, etc., dans la petite industrie, mais aussi sous les formes des travailleurs indépendants, etc. C'est une dimension aussi importante et qui se développe. Donc ce sont deux classes qui existent, qui ont une large base. Il y a beaucoup de gens dedans, on n'est pas sur l'oligarchie qui représente 0,1% de la population, on est sur des classes qui ont des effectifs importants. Et donc je propose de reposer la société, de tracer une perspective sur une société qui s'appuierait sur ces deux classes-là. Alors ces deux classes qui sont en partie antagonistes, évidemment, mais ce sont des classes surtout qui constituent l'essentiel des forces productives, de ce qui fait que la société elle avance, de ce qui fait que l'on produit des choses et que l'on peut vivre. Alors il n'y a pas que, il y a les agriculteurs, c'est aussi une autre classe, la classe paysanne, mais le gros des forces productives est dans ces deux classes-là. À partir de là, la proposition, c'est d'aller vers un modèle hybride. Modèle hybride qui est viable. Et pourquoi est-ce qu'il est viable, à contraire de la société sans classe des marxistes? C'est qu'elle ne nie pas les forces. C'est-à-dire que c'est pas qu'il niait les forces, le marxisme, il dit, mais à la fin, il n'y aura plus de force puisque tout le monde sera pareil. Là, c'est un modèle où on ne nie pas les forces, où les forces existent, les forces des classes existent, et elles s'affrontent, et on ne cherche pas à aplanir les forces sociales qui s'exercent dans la société. En revanche, on essaye de les canaliser dans un affrontement et dans un équilibre perpétuel. C'est-à-dire qu'on sait que les intérêts des gens, des salariés et de ceux de leurs patrons, ils sont antagonistes, mais ils ont aussi des terrains d'entente, évidemment. Dans l'entreprise, c'est le lieu où ils se rassemblent et où, justement, ils produisent, ils produisent de la valeur ajoutée. Donc il y a aussi des terrains d'entente. Enfin, obligatoires, je dirais. Donc, mais il y a quand même un affrontement, puisque le salarié va toujours, tout simplement, il va toujours essayer de gagner plus, et puis le patron il va toujours essayer de le payer moins, puisque ça en fait plus dans sa poche. C'est aussi simple que ça.
Donc cet affrontement, il est inévitable, mais cette conjonction, cette interdépendance, elle est inévitable aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est canaliser cet affrontement pour arriver à un équilibre, en définitive, un petit peu perpétuel. C'est un peu, si je vais prendre deux analogies, pour montrer que ce sont des systèmes, ces systèmes qui marchent sur deux jambes, c'est des systèmes qui fonctionnent. Parce que dans la nature, les êtres vivants, vous, moi, les plantes, etc., on est en permanence sur le système immunitaire, avec tous les microbes dans lesquels on est dans notre milieu, on est tout le temps comme ça, à la fois en symbiose, puisqu'on se sert des microbes pour notre vie, mais aussi le système immunitaire, il se bat en permanence pour ne pas être envahi par ces microbes, qui ferait que c'est ce qui nous mange quand on décède, hein, que le système immunitaire s'arrête, et les microbes prennent définitivement le dessus. Donc c'est cet équilibre permanent, où est-ce que parfois on est malade, parfois on est en pleine forme, etc. Eh bien, ça c'est un exemple de système justement, où il y a deux forces qui se antagonistes, qui à la fois sont en symbiose et à la fois s'affrontent, mais qui sont pérennes, des choses qui fonctionnent sur le long terme. Ce modèle, c'est un exemple. Je vais en donner un deuxième exemple pour les gens qui ont fait de la régulation. Bien la régulation, c'est toujours avec contre-réaction, c'est-à-dire c'est toujours on donne une consigne, c'est-à-dire on donne une valeur de consigne, et puis il y a une rétroaction qui est dans l'autre sens, qui est négative, donc la consigne, on va dire, elle est positive, la rétroaction, elle est négative, mais c'est ce qui permet de faire de la régulation de vitesse de moteur, par exemple, de choses comme ça. Donc dans ces systèmes un peu complexes quand même, eh bien, on voit que ces mécanismes d'action et de contre-réaction, c'est des choses qui fonctionnent et qui permettent justement de stabiliser et d'avoir quelque chose, de stabiliser la vitesse ou autre chose. C'est des choses qui fonctionnent. Donc c'est un modèle que je dirais fonctionne, dans d'autres domaines. Donc c'est peut-être intéressant justement de s'en inspirer et de se dire peut-être on peut créer un modèle de société qui fonctionne selon ces mêmes principes. Bon là on va peut-être redescendre maintenant un petit peu, puisqu'on a fait là des considérations un peu philosophiques et on a pris vraiment beaucoup de hauteur. On va essayer de redescendre un petit peu maintenant sur Terre et de voir un petit peu et d'en venir justement à ce pont. Puisque si on dit que le pont est possible et que la rive gauche, on va dire c'est le salariat, et la rive droite, on va dire c'est cette petite et moyenne bourgeoisie, eh bien voilà, ce sont les deux rives du fleuve. Et l'idée, alors, c'est justement de construire ça. Mais avant ça, j'avais oublié que j'avais mis ça dans ma présentation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le pont, c'est aussi le moyen de gagner, parce que c'est quand même le pont pour gagner. Souhaitable ou pas, ni le Rassemblement national, ni la France insoumise, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, aucun des deux ne peut gagner. À lui seul, aucun des deux ne peut gagner. Et en plus, même s'ils arrivaient au pouvoir, un de ces deux mouvements, ils ne pourraient pas appliquer leur programme. Donc, pour vraiment changer le système, pour vraiment le dépasser et ouvrir une autre perspective, une perspective réellement durable, parce que se posant sur des principes philosophiques et des principes presque physiques, j'ai envie de dire, justement, durable, pour gagner, eh bien, il faut justement innover. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus, et justement, c'est cette idée du pont entre les deux rives, entre la rive gauche pérenne, qui est le salariat, et la rive droite pérenne, qui est la petite et moyenne bourgeoisie. Avec leurs représentants politiques, évidemment. Hein. Donc, on est bien d'accord que l'idée est de créer un pont entre ces deux rives, et entre ces deux classes du modèle hybride. Donc on prend justement, quand on s'élève un petit peu, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est viable et qui est possible de mettre en place. L'idée justement, ce n'est pas de tout mélanger. Regardez ce que fait Macron par exemple. Lui, Macron, la rivière, là, lui, il a comblé la rivière, lui.
il a brouillé les cartes, il a mélangé les gens du PS et les gens de droite dans le même truc, dans un boogie-boulga, là, je sais pas comment on dit. Maintenant, la rivière déborde et plus personne sait où il habite. Non, là, chacun reste sur sa rive, chacun connaît qui il est, sait qui il est, chacun garde son identité et garde ses programmes politiques et ses intérêts politiques. Donc, il n'est pas du tout une question de mélange de genres, c'est bien un pont. Et pas du tout un mélange. Hein. Donc, l'idée, c'est justement de faire une coalition, parce que actuellement, pour renverser ça, ce pont, il est indispensable. Sinon, on ne peut pas, parce que chacun de son côté ne peut pas gagner. Chacune des deux rives ne peut pas l'emporter, parce qu'au milieu, on a vu qu'ils étaient trop forts, et ils ont réussi à mettre en place un système qui est complètement verrouillé. Ou sinon, on ira vers plus de barbarie, et c'est tout. Donc le seul terrain, sur le seul tronc commun qui est possible républicain, puisque chacun a ses programmes et que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de droite d'être pour un programme de gauche et quelqu'un de gauche d'être pour un programme de droite, le seul terrain sur lequel on peut se rejoindre, ce sont les règles du jeu. C'est-à-dire, c'est le tronc commun républicain, la Constitution. Eh bien, c'est toute la proposition, justement, d'une perspective de la 6ème République. D'une perspective de la 6ème République, c'est ça l'idée de la 6ème République, c'est ça l'idée de la nouvelle Constitution. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle Constitution. C'est pas parce qu'on n'aime pas, ou qu'on déteste, ou qu'on aime bien la 5ème République, etc. Voilà, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais c'est important. Mais l'idée, c'est justement, c'est ce terrain-là sur lequel on peut faire converger les rives droite et gauche. Les autres, puisque chacun a son identité, chacun a ses programmes, restent son identité et ses programmes. Et c'est très bien comme ça. Puisque le modèle qui est proposé, c'est justement celui-là. C'est justement que chacun reste ce qu'il soit et qu'on soit en permanence, en fait, dans un équilibre des forces et dans un affrontement et symbiose des forces. Donc, l'idée, c'est de faire un pont entre la vraie gauche, pas la gauche dégénérée que l'on connaît, qui s'occupe plus du salariat, mais qui s'occupe de sujets comme, je sais pas quoi, des sujets sociétaux qui n'ont rien à voir avec la gauche, hein, ou qui sont à défendre une religion, or que la base de la gauche, c'est quand même aussi de se battre contre l'opium du peuple, or qu'ils sont à défendre des religions, ils sont complètement devenus cinglés. Donc la vraie gauche, elle existe. Et la vraie droite, de la même façon, avec une droite qui maintenant est devenue sociétaliste, etc., etc., la vraie droite et la vraie gauche, et de faire un pont entre les deux, sur le seul sujet sur lequel c'est possible, les règles du jeu, la Constitution, donc la mise en place d'une 6ème République. Et il y a des exemples de ça. Et des exemples qui ont fonctionné. Parce que qu'est-ce que c'était que la coalition qui a été réalisée pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, qui était un affrontement aussi, hein, voilà, c'est ce que je dis, c'est un symbiose affrontement entre les gaullistes et le Parti communiste à l'époque. Typiquement, c'est vraiment ça, ce sont ça, ces deux rives, droite et gauche. Si on veut les symboliser, c'est ça. La rive droite, c'est le gaullisme avec toutes ses dimensions, et donc qui est le représentant des classes moyennes, petites et moyennes, et la rive gauche, qui est le salariat, le prolétariat, dans le cadre du Parti communiste, voilà. Et on a réussi à faire quelque chose, on a libéré la France par la résistance, alors pas que par la résistance évidemment, mais ça c'est quand même... Et ça a permis aussi la reconstruction du pays. Et ça a fait les 30 glorieuses derrière. C'est quand même ça le résultat de tout ça. Donc ça a marché, ça peut se faire. On l'a fait, et on l'a fait victorieusement déjà une première fois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la victoire, plus récemment, plus près de nous, la victoire lors du référendum de 2005. Qu'est-ce qui a fait que nous avons gagné le référendum de 2005 ? Je vous rappelle les résultats, parce que en 2005, et c'était quoi en 2005 le sujet ? La victoire, le rejet c'était quoi ? C'était le rejet de la Constitution européenne, de la Constitution européenne. C'est vraiment bien le sujet sur lequel on peut faire le pont, on peut se réunir, on peut peut-être pas se rassembler. Quand je parle de rassembler les Français, c'est vraiment ça. C'est se rassembler les Français, ce qui fait que nous sommes un peuple, sur un sujet sur lequel
non programmatique, justement, sur lequel on peut se rassembler. Et c'est ce sujet-là, c'est bien sur la Constitution européenne, puisqu'on a gagné à l'époque, le non l'a emporté à 55, près de 55%. C'est pas une paille. À l'époque, et je peux vous dire que si on réussissait à refaire le même pont aujourd'hui sur la 6ème République, moi je vous fiche mon billet qu'on est très largement au-dessus des 55%. Je ne veux pas dire le chiffre que j'ai en tête, mais croyez-moi, pour moi on est très, très au-dessus. On peut rassembler les Français. Et si on rassemble les Français très très largement, bah, l'étranger, l'oligarchie, y compris européenne, y compris américaine et tout ce que vous voulez, ils ne pourront rien faire. Pas tout de suite en tout cas. Ils ne pourront pas nous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez la force que ça fait? Voilà, c'est ça le pont. C'est ça qui peut nous faire gagner. Parce que ça nous a déjà fait gagner. Et un P6R, c'est quoi? Ben, un P6R, c'est le pont. C'est dit justement, c'est l'idée de un P6R, c'est juste ça. C'est de construire ce pont. Comme je dis, c'est pas une question que chacun garde son identité, chacun reste de droite, celui qui veut être de droite, il est de droite, celui qui veut... Mais voilà, nous avons un ennemi commun. C'est cette oligarchie mondiale, mondialiste. Eh bien, sur le sujet sur lequel on peut se mettre d'accord, qui fait qu'il blocage, parce que la Constitution actuelle, tout est tellement bien agencé que, en fait, aucune alternance, aucun changement politique n'est possible. Eh bien, il faut remettre en cause ces règles du jeu. Il faut changer la Constitution pour justement que ça brasse un petit peu et que on puisse redonner de la fluidité à la démocratie et redonner le pouvoir au peuple. C'est parce que c'est ça que ça veut dire. Eh bien, voilà, la seule ambition d'un P6R, d'une perspective de la 6ème République, c'est ça, rassembler les Français, parce que la 6ème République, c'est le moyen de changer les règles du jeu, de changer la donne et de faire vraiment débloquer la situation politique. Et donc, un P6R, c'est juste un catalyseur pour favoriser cette émergence. Et je rappelle, les autres ne le peuvent pas. Il faut forcément que ça soit une initiative qui vienne en dehors des partis. Ça ne peut pas être... Mélenchon l'a montré. Il a essayé de faire sa 6ème République. Mais c'est une approche toujours partisane. Il mélange des choses de gauche avec des choses constitutionnelles. Et je vois d'autres propositions qui sont pareilles, qui mélangent des aspects programmatiques et des aspects constitutionnels. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas rassembler si vous rentrez dans le détail des programmes. Vous ne pouvez que rester au niveau constitutionnel, à un certain haut niveau politique sur lequel le peuple peut se rassembler. Les autres ne peuvent pas. Et la France insoumise ne peut pas. Le Front National ne peut pas non plus. Enfin, le Rassemblement National ne peut pas non plus. Donc, fût-ce même si une perspective de la 6ème République est une petite organisation, une petite initiative qui se lance, eh bien, voilà, on est sur la trajectoire, on trace une voie, on trace un pont, et on construit un pont pour gagner, pour réussir, et pour donner un espoir, et pour sortir de cette barbarie qui nous gagne. Alors, en résumé, récapitulons ce qui a été dit. La situation politique est bloquée. Il y a urgence, parce que la barbarie monte. Elle monte de plus en plus. Et on va être reconfiné ce soir, il va nous le dire, là, Tintin. Là. Donc, il va falloir réagir à un moment donné, réagir de façon intelligente, et pas comme nous le proposent les fausses solutions des gens en noir sur fond noir, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qui est présenté là, franchement. Il y a une impasse idéologique, aussi bien à gauche qu'à droite. Et oui, la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Oui, un espoir est possible. Oui, je pense que ce modèle hybride qui est proposé, qui est un modèle qui a fonctionné dans le passé, et on voit qu'il y a des exemples dans la nature ou dans l'ingénierie, de choses qui sont similaires, ça peut fonctionner. Mais il faut avoir la conscience qu'on met ça en place. Évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça, en claquant des doigts, mais on sait vers quoi on peut aller. Donc oui, un espoir est possible. C'est justement de s'appuyer sur les deux classes qui sont pénalisées et dans la société actuelle, le salariat et la petite bourgeoisie, qui sont des classes pérennes et qui se sont développées. La traduction politique, eh bien, c'est le pont, justement, entre la rive gauche et la rive droite, et un P6R est
le catalyseur de ça. C'est ce qui nous a libérés en 1945, c'est ce qui nous a fait gagner en 2005. Eh bien, je propose de faire la même chose aujourd'hui sur la Constitution, non pas dans le refus, comme en 2005, mais dans l'adhésion, dans l'espoir, dans la perspective, en 2022 et au-delà. Alors, en résumé également, le pont pour gagner, je vous propose de voir cette vidéo-là, qui est disponible sur le site et sur YouTube, qui explique justement un petit peu tout ce que je viens de dire là, bon, beaucoup moins en détail évidemment, mais vous allez voir, c'est une vidéo assez ludique, mais voilà, qui présente ce qui va se passer à 20h01 le 10 mai 2022. Si on continue comme ça, c'est ça qui va se passer. Vous voulez l'éviter? Il n'y a pas 36 solutions. Ne croyez pas qu'il y ait 36 solutions, sauf à aller dans de la barbarie, mais une solution d'avenir, d'espoir, il n'y en a pas d'autre. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres. Je cherchais autre chose, moi, je vois pas d'autre chose. On peut être dans la protestation, dans le blabla, etc. Mais quelque chose qui donne une perspective, qui a une vision politique, j'en connais pas. Il n'y a que un P6R. Le pont pour gagner, donc regardez cette vidéo, c'est un résumé aussi de ce qu'il vient de dire. Voilà. J'en ai fini pour cette émission sur le pont. J'espère que ceux qui avaient une grosse attente n'ont pas été déçus. Je ne pense pas. Je pense quand même qu'il y a quand même de la matière, de la matière qui a été donnée, et de la matière, y compris du recul, et une perspective historique. Et ça, c'est très important. Parce que si vous êtes à rebours de l'histoire, ça n'a vous n'avez aucune possibilité de réussite. C'est synthétisé, c'est également résumé, toute cette approche, et les moyens pour y arriver, et pour construire ce pont, et pour convaincre justement de la construction de ce pont. C'est synthétisé et c'est expliqué de façon très simple dans le manifeste émergent, justement, qui donne les recettes politiques pour réorienter la démocratie, échapper à la barbarie, et ouvrir un avenir bonifié. Commandez-le, envoyez un mail à contact@1p6r.org, par exemple. Envoyez un courrier avec un règlement, les tarifs sont sur le site 1p6r.org. 1p6r, Monsieur Luc Laforêt, votre serviteur, boîte postale 30 41 400 Montrichard. Inclus, comme je répète, le logiciel Crypt, qui est un logiciel de cryptage, qui est un logiciel qui permet des échanges totalement en sécurité et réellement sécurisés, et un coffre-fort numérique sur votre ordinateur totalement inviolable. La semaine prochaine, pour une fois je sais de quoi je vais parler la semaine prochaine de façon certaine, eh bien nous allons parler du tronc commun la semaine prochaine, parce que on s'aperçoit qu'il y a une impossible convergence, tout le monde appelle à la convergence, etc. Elle ne se produit pas. Mais nous allons voir qu'en fait, il y a une autre possibilité qui est offerte, et que justement propose une perspective de la 6ème République, c'est celle d'un tronc commun. Et ce tronc commun, j'en parlerai la semaine prochaine, parce que ce qui intéresse une perspective de la 6ème République, c'est d'être dans le réel, dans les choses qui marchent. Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Vous croyez que je me fais plaisir? Comme je le dis souvent, je serais mieux à planter mes carottes, etc. Non, 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 non. Je ne suis pas là pour me faire plaisir. Moi, j'ai une mission, j'ai un travail. Et le réel, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, se faire plaisir en disant on va faire un truc, première démocratie, je ne sais quoi, etc. Non, non. Ce qui m'intéresse, c'est les choses qui marchent, qui peuvent marcher. Donc le tronc commun, et dans la construction du mouvement, c'est la même chose. Le tronc commun, oui, ça peut marcher. La convergence, ça ne marche pas. Soyons réalistes. Mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà, reprenons espoir. Donc là, je dirais qu'il y a vraiment matière. Chronique des barbaries, il y aura une chronique des barbaries. Je parlerai notamment de l'islamo-gauchisme, qui est vraiment une folie pure. Donc tous les vendredis à 18h30, donc vendredi prochain.
reçoyez l'initiative, inscrivez-vous sur le site impcr.org, justement pour éviter les censures potentielles à venir. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et à vous dire à vendredi et à mercredi prochain. Au revoir.